Bonjour à tous. Que représente le marché du livre numérique en France et l'offre française en particulier? Je vous propose une interview avec un des pionniers tricolores qui résiste encore face aux géants. Ensuite, on aura un débat sur l'irruption de l'intelligence artificielle dans le monde créatif, dans le monde artistique. Est-ce qu'on a ici une alliance à peu près naturelle ou au contraire un mariage forcé? J'ai convié deux experts de ces nouvelles industries créatives pour en parler. Et puis la seconde partie, on restera sur ce fil directeur de l'intelligence artificielle et des questions éthiques aussi que cela pose avec Laurence De Villers, la professeure et chercheuse spécialiste de ces questions. On terminera Smart Tech par notre chronique Où va le web comme d'habitude, mais d'abord donc les pionniers du livre numérique en France. C'est l'interview tout de suite dans Smart Tech. Culture, art et intelligence artificielle, c'est un peu le programme que je vous propose aujourd'hui dans Smart Tech. En plateau, avec moi, Nicolas Godmet, partenaire chez OnePoint en charge des industries créatives. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous allez débattre avec David Reichmann, exécutif créatif directeur chez Ogilvy Paris. Bonjour également David. De cette question du mariage entre les IA et les artistes, est-ce qu'on est face à un mariage heureux ou un mariage un peu compliqué? On en parle tout à l'heure. On va commencer par un autre domaine de la culture, plus précisément le livre numérique, avec David Dupré. Bonjour David. Bonjour. Vous êtes le président de la société Vivelio. Vous proposez des e-books à lire, des liseuses, également une plateforme logicielle. Et vous avez racheté en novembre 2022, donc c'est-à-dire fin d'année dernière, Bookin, qui était une autre star française dans le monde du livre numérique. C'est un marché, on voit, qui se resserre de plus en plus. Vous faites partie des pionniers qui résistent. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, ce marché du livre numérique en France? Alors, le marché du livre numérique en France, c'est un marché de 150 millions d'euros. Sur un marché du livre qui fait 4 milliards, donc ça reste une petite partie. Ça s'adresse essentiellement à des gros lecteurs qui trouvent dans la lecture numérique un moyen de compléter leur appétit de lecture en nomadisme, par exemple, ou avec tous les bénéfices de la lecture numérique. Oui, c'est-à-dire quand on part en voyage, notamment, ça évite d'emmener pas mal de bouquins dans la valise. Sur ce marché global, quelle est la part captée par les acteurs français? La part captée par les acteurs français, malheureusement, elle reste petite, parce que c'est un marché qui est dominé par deux grands acteurs internationaux. L'un qui est aux États-Unis, qui est Amazon, avec son Kindle, et l'autre qui est un acteur asiatique, japonais, Rakuten, qui a racheté la société Kobo il y a quelques années, qui est l'autre gros acteur du marché. Donc la part qui revient aux acteurs français, je dirais même européens, reste petite, et dans ce domaine-là, Vivelio est la société la plus dynamique sur le marché. Notre part de marché est relativement modeste, puisque l'entreprise fait un peu plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui en livre numérique. Vous étiez combien d'acteurs français il y a 5 ans? En fait, Vivelio s'est même lancé il y a 10 ans. Donc, c'est un marché sur lequel on a le recul, nous, de 10 années maintenant. Et on voit qu'effectivement, c'est un marché qui s'est fortement concentré parce que c'est un marché qui est extrêmement difficile. C'est un marché, encore une fois, qui est dominé par ces grands acteurs. Et je n'ai pas cité les GAFA, qui ont tous aussi une offre de lecture numérique, que ce soit Apple avec sa tablette iPad, ou que ce soit même Google, qui a une offre aujourd'hui sur le marché. Donc, c'est vrai que c'est très difficile d'exister sur ce marché-là. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la stratégie de Vivelio a toujours été une stratégie d'alliance. C'est-à-dire se dire, d'une certaine manière, l'union fait la force. Donc, une des particularités du marché européen, c'est d'avoir beaucoup d'acteurs du livre, dans la chaîne du livre. Vivelio, c'est une société technologique qui apporte toutes les briques technologiques nécessaires à une offre de lecture numérique, mais c'est aussi et surtout une alliance d'acteurs du marché qui, ensemble, vont pousser cette solution sur le marché français d'abord, et aujourd'hui, on cherche à se développer. Alliance des acteurs technologiques, mais aussi avec les maisons d'édition. Comment ça se passe, les relations avec ces maisons d'édition on a en France, qui sont quand même très puissantes? Oui, elles sont très puissantes, elles sont essentielles, parce que ce qu'on vend, c'est d'abord des livres. Ce qu'on propose, c'est d'abord de la lecture et donc des moments de plaisir. Une solution de livre numérique sans livre, ça n'aurait pas de sens. Donc effectivement, on a des très bons partenariats, évidemment, avec les éditeurs. On a plus d'1 million de titres au catalogue, donc c'est des accords avec ces éditeurs pour amener ce catalogue aux consommateurs. Et puis notre partenariat, c'est aussi... Vous disiez que vous avez le recul de 10 ans. Oui. Il y a 10 ans, c'était un peu plus compliqué, non, quand même, pour proposer des livres en version numérique? Tout à fait, c'était plus compliqué. D'abord parce que tous les livres n'étaient pas numérisés. Donc on avait vraiment une offre numérique qui était assez faible. De ce point de vue-là, d'ailleurs, les pouvoirs publics ont beaucoup aidé les éditeurs à la numérisation des catalogues. Donc aujourd'hui, on a quasiment l'intégralité de l'offre qui est disponible en numérique. Et puis c'était difficile aussi parce qu'il n'y avait pas beaucoup de plateformes capables techniquement de délivrer ces livres numériques. Il y avait la peur aussi du piratage, il y avait la question du prix.
Tout à fait, il y avait la question du prix. Il y avait, je pense... Ça reste un sujet quand même, le prix aujourd'hui, non? Oui, ça reste un sujet. Ça reste un sujet parce que les modes de consommation aujourd'hui de la culture numérique ou des loisirs numériques sont beaucoup passés sur des types des modèles économiques qui sont très... On connaît l'abonnement et d'autres modèles qui ne sont pas réellement adaptés aujourd'hui à l'offre e-book. Donc c'est un sujet récurrent. Il faut savoir accompagner ce changement parce que le marché du livre papier, j'entends, n'est pas un marché en crise. Donc il faut aussi qu'on soit capable d'accompagner les acteurs de la chaîne du livre, en premier lieu les libraires, pour leur permettre de passer à une offre digitale sans connaître les impacts qu'on a connus dans d'autres industries. Je pense notamment à la musique, par exemple, où les disquaires ont été... Perdre de la valeur, en fait, hein, c'est ça. Exactement. Comment on fait pour qu'ils ne perdent pas de valeur, mais qu'en même temps, ça reste une offre intéressante, suffisamment séduisante pour gagner des nouveaux lecteurs. Sur quoi repose justement principalement le modèle économique ? Qu'est-ce qui fait la solidité d'un acteur du monde du livre numérique ? La solidité, en particulier de Vivelio, en tout cas, c'est ce que je vous disais sur l'union fait la force, c'est-à-dire c'est la capacité qu'on a à emmener dans ce qu'on appelle nous l'alliance Vivelio, des grandes chaînes de librairies et des grandes chaînes de distribution culturelle européenne. On est présent maintenant sur le territoire français, belge, allemand, et cette année on démarre en Espagne. En Espagne, oui. Voilà, avec Casa del Libro, la plus grande chaîne de librairies en Espagne. Vraiment, notre stratégie, elle repose sur cette capacité d'accès aux gros lecteurs via des réseaux culturels qui parlent déjà à ces lecteurs tous les jours, puisqu'ils fréquentent soit leur magasin, soit leur site internet. Et donc on permet aussi à ces enseignes d'amener une offre de lecture numérique. Alors, qu'est-ce qu'on y gagne quand on lit un livre, quand on achète un livre numérique par rapport à un livre papier ? Vous l'avez cité tout à l'heure, une des premières raisons pour lesquelles des gros lecteurs vont sur la lecture numérique, c'est la mobilité. Donc les gros lecteurs sont des gens qui lisent beaucoup. Idéalement, ils aimeraient lire tout le temps. Ouais. Et donc dès qu'ils sont en déplacement, dans les transports en commun, ou s'ils font une randonnée, ou s'ils partent en vacances, une liseuse, ça pèse 150 grammes. Vous pouvez mettre 2000 ou 4000 livres, donc évidemment, vous ne serez jamais à court de lecture. Et évidemment, ça ne pèse pas le même poids dans un sac à dos. Et puis quand même tous les services logiciels autour. Et évidemment, tous les services logiciels donc sur lesquels d'ailleurs Vivelio travaille. Vivelio, c'est une entreprise française. On a une quarantaine de personnes en France qui travaillent sur ces technologies et notamment qui travaillent effectivement sur les environnements de lecture sur smartphone, sur tablette, tous les services de synchronisation. Quelles sont les innovations ? Qu'est-ce qui est un peu nouveau là en ce moment dans ce domaine ? Alors nous, il y a une innovation dont on est très fiers, sur laquelle on travaille, qui est aussi le fruit d'une acquisition qu'on a fait récemment, qui est la solution qui s'appelle Doors. Et donc il s'agit de séries littéraires ou web novels, si on utilise le terme international. En fait, c'est un nouveau format de lecture digital natif, donc qui a été vraiment pensé pour smartphone et qui est sur le format des séries comme on a en audiovisuel, c'est-à-dire c'est 5 minutes de lecture, évidemment avec un scénario qui rend cette lecture très addictive, et à la fin de ces 5 minutes, on a un bouton épisode suivant qui nous permet de passer à l'épisode. On peut binger donc aussi. Exactement, et là l'enjeu pour nous c'est vraiment d'aller sur les nouveaux modes de lecture pour accompagner les gens qui n'ont pas le temps de lire en fait, et qui disposent peut-être de 5 minutes dans une file d'attente ou chez le médecin. Et bien à ce moment-là, on sort son smartphone et plutôt que de jouer à Candy Crush, eh bien, on lit un livre grâce à ce nouveau format qu'on a lancé. Mais je vous posais la question aussi du modèle économique parce que vous vendez des liseuses. Est-ce que la principale source de revenus, c'est la vente de liseuses ou c'est le livre numérique ? Non, pour Vivelio, c'est d'abord la vente de contenu et surtout pour nos partenaires, puisqu'en fait, nous, on prend une part de ce chiffre d'affaires. Évidemment, l'essentiel du chiffre d'affaires est fait par les libraires, puisque ce sont eux qui vendent les livres numériques à travers notre solution. Ils les vendent donc un petit peu moins cher qu'un livre papier ? Oui, aujourd'hui, un livre numérique en sortie d'une nouveauté, c'est à peu près 30% moins cher qu'un livre papier. Donc on fait des vraies économies. Et il y a aussi beaucoup de promos qui sont faites au fil de l'eau. Donc on a des livres numériques aujourd'hui à 1 € qui sont des grands livres du fonds de catalogue. On n'a pas encore d'offres illimitées ? Les offres illimitées arrivent, mais c'est ce que je vous disais, souvent le catalogue est incomplet dans ce genre d'offres, donc il faut savoir le mixer avec ce qu'on appelle la vente à l'acte, c'est-à-dire les best-sellers qu'on achète toujours aujourd'hui en téléchargement. Alors oui, donc je reviens à ma question de la liseuse. Oui. Sur vos ventes de liseuses, donc vous avez 3 modèles, 4 modèles, hein, c'est ça ? Oui, on a 4 modèles, exactement. Oui, donc aujourd'hui, la vente de liseuses, évidemment, pour nous, elle est extrêmement importante parce que les gros lecteurs sont des gens qui ont besoin d'un support de lecture dédié. Donc la liseuse s'adresse vraiment aux gros lecteurs. Donc on a à peu près 1 million d'utilisateurs aujourd'hui sur la plateforme. Les plus actifs sont évidemment la part des gens qui ont une liseuse. Donc la liseuse est importante pour nous, mais en termes de chiffre d'affaires pour Vivelio, ça reste à peu près 20% de notre chiffre d'affaires. Donc ça
ça reste une activité qui porte moins évidemment que la vente d'e-book et que la vente de services, puisque comme je le disais, on travaille avec des libraires, donc on accompagne aussi ces libraires en matière de services techniques, mais parfois même de formation. On forme chaque année des dizaines de libraires sur le métier du livre numérique pour leur permettre de rentrer dans cette activité-là. Bon, on est encore dans la période des vœux. Donc, pour terminer cette interview, qu'est-ce que vous appelleriez de vos vœux qui permettraient à ce marché du livre numérique à la française de prospérer ? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour solidifier un peu ce marché? Je pense qu'il y a une chose d'abord, et vous y participez en m'invitant à cette émission, c'est que les Français sachent et les Européens sachent qu'il existe une alternative aux grandes plateformes internationales, et cette alternative, c'est Viviglio. Aujourd'hui en Europe, je pense qu'on a évidemment un déficit de notoriété, étant donné les forces en présence sur le marché. Et donc la première chose à faire, c'est de faire savoir qu'il y a cette solution et qu'elle crée du lien aussi avec les acteurs locaux des territoires, puisqu'on travaille encore une fois avec des enseignes qui sont présentes dans les territoires sur 4 pays aujourd'hui de l'Union européenne. Merci beaucoup David Dupré de Viviglio. Viviglio, donc le livre numérique à la française. Vous restez avec nous parce qu'on continue à parler de ce secteur de la culture qui est chahuté par les nouvelles technologies et en particulier l'intelligence artificielle. Dans le Tech Talk, cette question, l'IA et les créatifs, est-ce qu'on est face à une alliance, une fusion peut-être même entre l'homme et la machine? Est-ce que les deux apprennent correctement à travailler ensemble ou se font la course? Quel problème pose cette irruption de l'intelligence artificielle dans le monde créatif? Pour en parler, Nicolas Godmet, écrivain. Je vous ai d'ailleurs reçu pour votre ouvrage La fin des idoles, paru chez Tohubohu. Vous avez eu le prix Jules Renard, je crois. Félicitations. Et vous avez aussi été le directeur de cabinet du secrétaire d'État au numérique à l'époque de Mounir Majoubi. Vous connaissez bien, vous êtes un expert vraiment de ces sujets de l'IA liés aux médias et aujourd'hui partenaire en charge des industries créatives chez Winepoint. Avec vous pour débattre de ce sujet, David Reichmann, exécutif créatif, directeur du bureau français du groupe de communication Ogilvy. Vous êtes, vous, un des pionniers de l'utilisation créative de l'intelligence artificielle générative, dont on parle beaucoup avec ChatGPT en ce moment. Vous présentez vos créations d'IA sous le nom de Dave the Preacher, c'est ça, sur Instagram, si on veut voir un peu ce que vous faites. Vous avez notamment imaginé la première pub utilisant l'IA générative avec la laitière de Nestlé, c'était en septembre dernier, récompensée par les Epic Awards. Et puis restez avec nous autour de la table David Dupré, le président de Viviglio, qui lui travaille à promouvoir le livre numérique en France avec son offre Viviglio. Donc, première question peut-être, est-ce qu'il vous semble, alors je pose la question à tous les deux, mais peut-être d'abord Nicolas et puis ensuite vous répondrez David, est-ce qu'il vous semble qu'avec l'irruption de cette intelligence artificielle dans le monde créatif, le créateur risque de disparaître ? Alors, je ne pense pas que le créateur va disparaître. En fait, c'est des technologies qui vont permettre de démocratiser et d'accélérer en fait la création de contenu. Donc, on aura de plus en plus de contenu et aussi, du coup, je pense de plus en plus de créateurs. En revanche, la barrière à l'entrée pour devenir créateur, elle va largement diminuer. Ce sera beaucoup moins cher. On n'a plus besoin de savoir dessiner maintenant pour concevoir des images de qualité quasiment. Ça veut dire que la valeur aussi du créateur peut baisser ? Alors, il y aura probablement des déplacements de valeur. Je pense que certains créateurs vont continuer à très bien gagner leur vie et d'autres, mais c'est un peu peut-être comme au moment de l'apparition de la photographie, les peintres portraitistes sont un peu passés de mode. Là, je pense que dans cet univers-là, il y a des créateurs qui vont tirer leur épingle du jeu, des nouveaux qui vont arriver parce qu'ils vont apprendre à dompter ces outils avec notamment des techniques de prompt dont on pourra reparler tout à l'heure, et puis certains peut-être qui vont essayer d'aller à contre-courant et qui s'en tireront moins bien. Même question, est-ce que cette IA c'est une alliée ou une compétitrice de l'artiste selon vous, David ? Moi, je pense que c'est une alliée, mais après, beaucoup pensent que c'est des compétiteurs. Je pense qu'il y a eu pas mal de fantasmes aussi, je pense, dans le milieu et dans le grand public et chez les artistes. Du coup, il y a eu aussi des révoltes qui se sont produites. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais je pense que c'est les premiers usages, en fait, des intelligences artificielles qui ont posé problème. C'est-à-dire, c'est-à-dire en fait qu'on peut utiliser des styles d'artistes
On peut demander à une IA de peindre à la manière de Van Gogh. De Van Gogh. Par exemple, on a vu des exemples. C'est ça, ou d'utiliser des noms d'artistes vivants aussi. Oui. C'était le cas, par exemple, de Greg Rutowski, si vous connaissez. Ce qui s'est produit, c'est que la première communauté qui a utilisé les intelligences artificielles génératives ont beaucoup abusé, on va dire, de certains noms de créateurs. On fait aussi référence à des sites qui hébergent des artistes comme ArtStation. Et du coup, ça a mis un peu en colère en fait cette communauté, ce qui est compréhensible. On parlait de la photographie. Alors là, c'est plus sur des questions de droits d'auteur aujourd'hui. Ouais. On les voit vent debout. Donc finalement, des questions d'argent que des questions de compétition entre l'IA et eux sur le sujet de la création. Oui, après, ça a été, on va dire, un boom, parce que dans cette industrie, dans la création, on s'est mis à imaginer en fait que les intelligences artificielles pouvaient à la fois prendre la place d'un artiste ou d'un créateur. Et c'est vrai qu'il y a eu un précédent, il y a eu le concours on va dire, de peinture, de graphisme qui a été gagné avec une œuvre qui s'appelait l'Opéra Spatial aux États-Unis. Donc on s'est dit, voilà, les IA vont nous remplacer. En plus, elles piquent notre boulot en apprenant notre style. Et du coup, maintenant, on n'a plus rien à faire. Ça fait beaucoup. La coupe est pleine. La coupe est pleine. Et du coup, effectivement, on l'a perçu beaucoup, en tout cas dans une communauté qui s'est pas mal élargie, comme un compétiteur et non comme un allié. Mais en fait, il y a aussi... Mais il y a un mais. Ouais, alors, bon, peut-être avant d'aller sur le mais, est-ce qu'il y a des exemples de création en binôme comme ça entre la machine, on va dire, le logiciel et l'artiste qui vous ont marqué, qui vous ont séduit, Nicolas ? Alors moi, c'est surtout sur le domaine des industries créatives, ouais. Donc pas forcément des œuvres d'art en tant que telles, mais il y a la parution prochaine qui est annoncée d'un manga qui s'appelle Cyberpunk Momotaro, qui a été réalisé entièrement à l'aide de Midjourney. Donc ça, c'est quelque chose d'assez révolutionnaire. Il y a des exemples dans le jeu vidéo, par exemple dans le domaine du texte. Donc là, c'est pas de l'image, mais il y a un jeu qui s'appelle Dungeon AI, créé par une société qui s'appelle Latitude. Et en fait, grâce à des moteurs de langage de type GPT, le jeu, c'est un peu comme le livre dont vous êtes le héros, mais le scénario est généré en temps réel, de façon personnalisée, en fonction des actions du joueur. Donc ça, c'est aussi des éléments dans le jeu vidéo qui sont assez marquants. Il y en a plein d'autres. Dans le domaine de la vidéo, par exemple, Disney a créé un moteur qui permet, c'est assez effrayant, de rajeunir ou de vieillir à volonté des acteurs. Et il y a même une société coréenne qui a créé une IA qui permet de créer un avatar qui va ressusciter des gens qui sont décédés. Ouais. Voilà, donc ça pose plein. Après ça, on a vu déjà avec des scénographies utilisant les pseudo-hologrammes, des concerts permettant de remettre sur scène des groupes ou des chanteurs disparus. Est-ce que c'est véritablement effrayant ou est-ce que justement c'est une opportunité pour offrir de nouvelles industries créatives ? Moi, je pense que c'est une opportunité. Après, il va falloir trier un peu ce qui va arriver, ce qui est en train d'arriver. Mais je pense que c'est une possibilité pour des créateurs, pour des artistes, de travailler différemment, d'avoir un nouveau médium d'expression, de pousser certaines formes artistiques dans un nouveau domaine. Personnellement, c'est ce que j'ai fait, par exemple, avec la photographie. C'est d'essayer d'aller voir ce qu'on peut imaginer, créer dans des domaines, voilà, on parle de mon expo, dans des domaines qui aujourd'hui ne sont pas encore défrichés, et donc d'essayer d'utiliser l'intelligence artificielle. Ça permet aussi de générer de nouveaux types de revenus, parce que ça secoue cette industrie de l'artiste jusqu'au distributeur, finalement. Est-ce que ça va permettre de créer aussi de nouvelles sources de revenus, de modifier les modèles économiques ? Je pense définitivement. C'est-à-dire que tout est à créer. Au-delà de la crainte que peuvent avoir certains artistes, il y a plusieurs possibilités aujourd'hui qui peuvent être offertes. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de recopier des styles. Ça ne s'est pas fait avec l'accord des artistes, c'est vrai, parce que c'est des bases de données gigantesques. Demain, il est possible, même dès aujourd'hui,
d'apprendre à une intelligence artificielle son propre style et en fait peut-être d'avoir un biais de monétisation derrière. Voilà, donc ça fait partie... Donc on le voit déjà par exemple pour la création de couvertures, de livres, typiquement on voit des IA aujourd'hui qui peuvent s'en occuper toutes seules. Exactement, donc pour les éditeurs... C'est de la création de valeur pour les éditeurs, c'est aussi une perte de valeur pour tous ceux qui travaillaient dans l'illustration. Peut-être certains, mais d'autres aussi pourront apprendre à jouer avec ces outils pour justement générer des inspirations complémentaires, faire des propositions encore plus créatives. Donc ça peut être aussi pour certains, c'est pour ça qu'il y aura probablement des déplacements de valeur et nul ne sait aujourd'hui où sera l'équilibre demain. Mais certains tireront aussi leur épingle. Et puis ça veut dire qu'il faut aussi s'équiper. C'est-à-dire que les artistes vont devoir s'équiper, apprivoiser cette technologie. Est-ce que ça ne représente pas un coût supplémentaire ? Alors aujourd'hui, c'est des outils qui sont en accès libre. Pour générer de nombreuses images, il faut payer un petit peu, mais ça reste des prix qui sont relativement modestes. Et il y a une compétition aujourd'hui entre plusieurs fournisseurs de modèles fondamentaux d'IA. Certains qui sont sur des modèles fermés, par exemple OpenAI, dans lequel Microsoft a fait des investissements assez colossaux, mais dont les services vont probablement être intégrés dans les outils de Microsoft, typiquement PowerPoint, Word, etc. Et il y en a d'autres qui sont plutôt sur des modèles open source. Qu'on trouve chez Adobe aussi, je dis ça parce que je reçois la patronne France d'Adobe mercredi. Adobe est obligé de réfléchir à intégrer ce type d'outil, par exemple dans InDesign, qui est leur outil pour les designers, évidemment. De même que les banques d'images aussi, par exemple Shutterstock a fait un partenariat avec OpenAI pour pouvoir donner le droit à OpenAI de s'entraîner sur toutes les bases de données de Shutterstock et puis de pouvoir utiliser des images créées sur OpenAI et de les valoriser aussi sur Shutterstock. Et sur la question du droit d'auteur, est-ce que ça pourrait remettre en question ce droit d'auteur ? Alors sur le droit d'auteur, pour moi, il y a deux sujets. Il y a le sujet qu'évoquait un petit peu David tout à l'heure, qui est celui de l'entraînement, et il y a le sujet de à qui appartient les images générées. Donc sur le sujet de l'entraînement, effectivement, il y a des artistes qui ont l'impression... Enfin, il y a même un site qui permet de savoir si ces œuvres ont été utilisées pour entraîner des moteurs d'intelligence artificielle. Donc sur cette question-là, il y a des artistes, souvent ceux qui ont une forte notoriété, qui sont évidemment dans une posture de dire attendez, c'est mon image, vous n'avez pas le droit d'utiliser. C'est du plagiat, ouais. Du coup, des mécanismes d'opt-out sont mis en œuvre. Par exemple, Stable Diffusion, sur la version 2 de son moteur d'IA, a prévu ce mécanisme d'opt-out. Et c'est intéressant parce que le patron de Stable Diffusion raconte que, en fait, il a autant de demandes d'opt-out que de demandes d'opt-in, c'est-à-dire d'artistes qui, eux, sont moins connus et du coup leurs œuvres n'ont pas été aspirées dans les bases de données et donc réclament d'y être. Donc ça c'est intéressant. Donc ça c'est la réglementation européenne par exemple impose ce mécanisme d'opt-out pour l'entraînement de bases de données. Aux États-Unis en revanche c'est un autre mécanisme avec le copyright. Il n'y a pas vraiment de régulation aujourd'hui. Donc il y a des class actions qui ont été lancées contre Stable Diffusion notamment par des collectifs d'artistes et dans un domaine connexe qui est par exemple celui de l'écriture de code, il y a une class action qui a été lancée contre GitHub Copilot qui est l'outil proposé par GitHub, la filiale de Microsoft, avec OpenAI. Donc ça va créer des précédents et tout ça va... Voilà, il y aura une jurisprudence. Donc ça, c'est sur la partie entraînement. Et puis ensuite, il y a la partie, le contenu qui est créé. À qui appartient-il et donc là, en fait, dès qu'il y a un acte de création humaine, ça appartient au créateur. Mais toute la question est, finalement, si j'écris dans un moteur sur Midjourney, crée-moi un chat qui porte des lunettes, est-ce que c'est une création originale ou pas ? Bon. Voilà, en fait, la question se pose que si l'image a de la valeur. On va écouter tout à l'heure une reconstitution finalement du discours prononcé par le général de Gaulle sur l'appel de 18 juin, donc, qui a été réalisé par Le Monde avec l'IRCAM Amplify, et se pose cette question effectivement, à qui appartient finalement cette voix, cette reconstitution, et Le Monde y répond assez précisément. On verra ça tout à l'heure, mais c'est vrai que ces nouvelles constitutions de bases de données de création, finalement, posent des nouvelles questions juridiques, éthiques. Alors, éthique, oui, parce qu'en en fait, il y a un principe, en fait, c'est-à-dire est-ce que, dans quelle limite je vais aller utiliser, être dans le plagiat ou carrément continuer l'œuvre d'un auteur. Par exemple, si on prend l'exemple de la publicité La Laitière. Ouais.
vous avez travaillé avec une IA pour reconstituer une scène complète. Par quel chemin vous êtes passé? Quelles autorisations vous avez dû demander? Alors là, on est sur du Vermeer, on est sur une œuvre qui a plus de 300 ans, donc qui est dans le domaine public. Donc il n'y a pas de problème juridique à utiliser le style de Vermeer pour créer une œuvre. Il y a eu des précédents avant que les IA existent où on recopiait des styles d'artistes qui sont dans le domaine public. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Le problème, c'est vraiment sur les auteurs qui sont les créateurs. C'est plutôt Nestlé, donc là, qui passe commande? Oui, en fait, c'est nous qui travaillons ensemble pour arriver à proposer une idée qui vient répondre, on va dire, à un propos de la marque, etc. Mais avec, de toute façon, un droit qu'ils ont eux-mêmes, puisque c'est le logo de la marque, hein, la laitière, l'œuvre de Vermeer, même si elle est un peu modifiée. D'ailleurs, vous pourrez remarquer, il y a des pots de yaourt dans l'œuvre. Donc elle est déjà modifiée, mais depuis plusieurs décennies. Ouais. Et ça veut dire que si demain, je ne sais pas, on imaginait un tableau de cette scène que vous avez complètement inventée finalement, hein, autour de la laitière, si demain on avait une photographie ou un tableau, ce serait la propriété de qui? Alors, en fait, ça c'est super intéressant. Quand on regarde les contrats d'utilisation des différents distributeurs qui créent des solutions d'IA générative, ils revoient leurs copies régulièrement. En fait, alors c'est assez complexe, hein, mais sous les différents continents ou pays dans lesquels on est, parfois c'est des licences d'utilisation logicielle en fait, qui font qu'on est détenteur de quelque chose qui est créé par un logiciel et c'est pas du tout le droit de l'image. Donc ça change énormément la donne. Donc c'est un peu sous ce subterfuge qu'on arrive à avoir le droit d'utilisation. Le sujet du droit d'image, lui, est complexe. Il n'est pas aujourd'hui résolu. Il y a énormément de travaux qui sont faits, au niveau européen aussi. Il y a le IA Act qui va réfléchir là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas aujourd'hui clarifiées. Mais c'est vrai que sous cette approche logicielle, il y a eu une manière, en tout cas, d'outrepasser ces problématiques. Et alors, ce travail en commun entre des IA et des artistes, comment se passe-t-il? Comment vous l'imaginez? Par exemple, l'écriture de la fin des idoles, vous auriez pu le faire avec une IA, à l'aide d'une IA, peut-être pour retravailler des personnages ou écrire certaines scènes. Comment est-ce qu'il faut s'organiser quand on crée comme ça à deux un cerveau humain, un cerveau informatique? Alors, à ce jour, les moteurs de langage ne sont pas capables d'écrire des romans entiers, puisqu'ils ont des fenêtres d'entrée contextuelles qui sont limitées à 2000 ou 4000, ce qu'on appelle des tokens, c'est l'équivalent presque de mots. Or, un roman comme La fin des idoles, c'est à peu près... je crois que c'est 100 000 mots, donc c'est pas... Non, mais enfin, un petit chapitre, oui, alors, en revanche, une description... En revanche, ces moteurs-là sont utilisés aujourd'hui comme générateurs d'idées pour des textes longs. Donc, par exemple, moi, j'écris un article justement sur ce sujet d'IA générative et la création. Et j'ai utilisé, en fait, ChatGPT plutôt comme un pense-bête pour voir si, dans toutes les idées que j'avais, il m'en manquait ou pas. Et donc, ça m'a permis un peu de m'assurer de la complétude de ce que j'écrivais. En revanche, même pour un article, ChatGPT n'est pas pertinent aujourd'hui parce qu'il n'a pas été conçu pour sourcer ces données. Et en fait, c'est des moteurs un peu différents qui sont capables de sourcer. Donc, il y a des travaux de recherche en cours pour améliorer ça. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas capables de faire ça. Et puis, par ailleurs, écrire, ça c'est une question aussi sur l'éducation, écrire avec un moteur, ça empêche aussi d'assimiler vraiment le contenu si on ne l'a pas écrit soi-même. Mais donc ça peut être un outil pour générer des idées ou pour il va falloir aussi faire du tri parce qu'il y a les erreurs aussi produites par le logiciel. Oui, tout à fait. Alors, l'incohérence. Il y a effectivement ces moteurs-là, en fait, font par nature des erreurs. Les images aussi font aussi des erreurs. Donc sur les images, il y a des erreurs anatomiques. C'est très drôle parce que par exemple, le patron de Stable Diffusion raconte aussi qu'il a entraîné la version 2 sur une base de données un peu plus pure et donc en sortant toutes les images pornographiques. Et du coup, les contenus générés sont politiquement plus corrects. Il y a besoin de moins de modération. En revanche,
Stable Diffusion version 2 est moins bonne en anatomie. Eh ben oui, forcément. Et comme ils ont été entraînés aussi sur des dessins animés, etc., des fois les mains en 4 doigts ou 5 doigts ou 6 doigts, etc. Concernant les modèles de langage, effectivement, ils font aussi des erreurs parce qu'ils ne sourcent pas leurs données et parce que en fait, ils répondent de la façon la plus probable sur les contenus les plus représentatifs de ce qu'ils ont vu. Or, les contenus qui existent sur le web, qu'on peut aspirer, c'est notamment des contenus de forums, jeuxvideo.com, Reddit, de réseaux sociaux comme Twitter. C'est des contenus qui favorisent aussi une certaine violence dans les propos parce que ça permet, les algorithmes mettent en avant les contenus un peu extrêmes parce que ça génère plus de d'engagement. Donc ça, c'est un autre problème. Et du coup, les IA ont été entraînés là-dessus. Et donc, dans des versions précédentes de ChatGPT, quand on lui posait une question sur le changement climatique, sur où est-ce qu'est né Barack Obama, etc., il n'y avait que des tests complotistes qui ressortaient parce que celles-ci sont surreprésentées sur Internet. Et du coup, il a fallu une couche supplémentaire pour entraîner ChatGPT d'apprentissage par renforcement par des humains, pour lui apprendre à dire ça c'est une réponse valable, ça non c'est pas politiquement correct, ou c'est faux, ou c'est une fausse théorie, c'est une théorie complotiste. C'est un travail gigantesque et on va continuer d'en parler dans Smart Tech avec Laurence de Villers qui est spécialiste des questions éthiques que pose l'intelligence artificielle. Merci beaucoup à tous les trois. D'ailleurs, je vais en garder deux autour de la table avec moi, comme ça on pourra prolonger notre réflexion sur le travail avec les IA. David Dupré, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous aviez une question de remarque, mais on n'a plus le temps. Et on souhaite une longue vie encore à Vive l'IO. Merci beaucoup. La suite tout de suite avec Laurence de Villers. Vous êtes bien de retour sur le plateau de Bismart, votre émission quotidienne sur le numérique et l'innovation. Sont restés avec moi pour cette deuxième partie de l'émission Nicolas Godmet, qui est partenaire chez OnePoint en charge des industries créatives, et David Reichmann, exécutif créatif directeur chez Ogilvy Paris. Merci beaucoup. On a parlé ensemble du mariage entre les artistes et les IA. On va maintenant s'intéresser au sens de l'IA avec Laurence de Villers pour notre rendez-vous régulier avec la professeure en intelligence artificielle à Sorbonne Université, membre du comité national du pilote d'éthique du numérique. Bonjour Laurence, merci d'être connectée avec nous. Aujourd'hui, on va parler ensemble de ces problématiques éthiques des copies réalisées par des intelligences artificielles. Avant de vous donner la parole, je voulais qu'on écoute ce son. C'est l'appel du 18 juin 1940, lancé par le général de Gaulle depuis Londres au micro de la BBC, qui a été reconstitué à l'aide d'une IA, une initiative assez remarquable du journal Le Monde, en partenariat avec l'IRCAM et sa filiale technologique IRCAM Amplify. On l'écoute. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. Oui, donc je rappelle qu'on n'avait aucun enregistrement de ce discours prononcé par le général de Gaulle le 18 juin 1940. C'est la magie d'un dispositif qui s'appelle le voice cloning, dont on a parlé ici même dans Smart Tech avec IRCAM Amplify. Laurence de Villers, quel regard vous portez sur ce type d'initiative? Quelles questions ça pose? Comment on va pouvoir repérer les vrais des faux d'ailleurs? Oui, bonjour. C'était effectivement le problème majeur de savoir à qui on a affaire lorsqu'on interagit avec une machine. Donc cette application, elle est incroyable parce que faire revivre un discours qui a autant aidé, autant marqué, c'était inimaginable. Alors après, la technologie, moi je la connais, l'IRCAM, je la connais depuis fort longtemps, et effectivement, on arrive à calculer la signature d'une voix et à modifier une autre voix, la rajeunir, transformer un homme en femme, etc. Alors, effectivement, derrière un écran, avec une voix juste qui nous parle, on ne peut pas savoir finalement à qui on a affaire. Donc on imagine bien les risques dans le métavers d'ailleurs, où on sera déguisé en avatar de je ne sais quoi, avec la voix de qui nous voulons. Donc on imagine bien de multiples façons de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Le problème ici, avec ce qui a été fait sur la voix de
du général de Gaulle. C'est le fait de garder la dignité de l'homme, c'est-à-dire de lui faire dire ce qu'il a dit, et pas plus. Et là, alors derrière, on a un vrai travail de précision journalistique qui a été mené pour s'assurer justement d'une reconstitution parfaite de ce discours. D'ailleurs, vous signez vous aussi une tribune dans Le Monde au sujet de ChatGPT, où vous nous dites qu'il faut d'abord comprendre comment ça fonctionne avant de l'utiliser. Ça fait ressurgir tous ces débats qu'on a déjà eus ensemble autour des robots conversationnels. Hein. Oui, tout à fait. On avait déjà parlé effectivement de génération de textes avec des transformers. Hein. C'est un nouveau modèle de génération très puissant, puisqu'ils vont encapsuler énormément de données, avaler énormément de données pour pouvoir ensuite prédire les mots suivants à partir d'un début de texte. Et on a vu les figurances de nombreuses tâches utilisées, que ce soit pour corriger un examen, ou que ce soit au contraire pour répondre à l'examen, ou simuler une interaction avec une personne décédée, ou d'autres. On peut imaginer beaucoup de choses, hein, faire un programme, etc. Alors, derrière tout cela, il y a effectivement le danger le plus direct pour moi, c'est la possibilité que ce genre de système automatiquement avec lesquels on va jouer, puissent inonder le monde d'Internet de fake news. Oui. Parce qu'ils sont capables d'inventer du texte, de tout accabler. Alors pourquoi je dis il faut comprendre en fait les briques qui sont utilisées par les concepteurs. Par exemple, ces énormes modèles de langage sont construits à partir de milliards de données qui viennent d'Internet, de Wikipédia, etc., en plusieurs langues. Il serait quand même intéressant de savoir quelle est la proportion d'anglais par rapport au français ou à d'autres langues, puisqu'on dit que ce ChatGPT peut être utilisé par de nombreuses cultures. Notre langage donc soutient notre culture, et effectivement, si on mélange toutes ces langues, qu'en est-il de la culture exactement qui est transmise à travers les mots, voyez ? Donc cette mécanique de parole qui n'a rien d'humain doit être expliquée, mieux expliquée pour qu'on comprenne les défauts qu'elle peut avoir. Elle invente des textes, c'est faramineux, mais elle est aussi totalement dans l'inexactitude, le mélange des savoirs et des connaissances. Et vous imaginez les jeunes devant cette parole soi-disant vraie, qui en fait peut le tromper énormément. Donc il faut arriver à débusquer si elle dit quelque chose de réellement avéré, vérifié par plusieurs personnes, ou est-ce que c'est inventé ? Elle le fait pour la bibliographie, elle le fait pour des faits que l'on pensait être justes. Donc on doit apprendre cela aux enfants, et je pense que c'est important de ne pas interdire ce genre d'outils dans la société en général, et d'apprendre comment ils réagissent, ce qu'ils ont effectivement comme capacité pour les utiliser au mieux, tout en se méfiant des contrefaçons, des deepfakes à des visées de manipulation. Et donc vous dites, de toute façon l'interdire serait illusoire aujourd'hui, comme avec toute technologie, mais est-ce qu'il faut penser à en limiter les usages peut-être ? Oui, c'est tout à fait ça en fait. Les modifications technologiques dans le numérique vont très vite, les lois vont beaucoup moins vite, et donc il est important qu'on construise autour de ces nouveaux systèmes, avec les industriels, des normes et des standards qui permettent de mieux auditer ensuite ces systèmes dans leur déploiement, lors des usages. Vous voyez, que ce soit à l'école, que ce soit dans le monde de la santé, que ce soit dans une sorte de différentes applications où on aura besoin de s'assurer de qui est responsable. D'accord ? La machine n'est dans aucune manière responsable de ce qu'elle dit. Du coup, qui est responsable ? On a besoin donc de plus de transparence, de responsabilité autour de ces machines, de normaliser la façon dont elles sont construites et les usages ensuite pour les suivre, les vérifier leurs usages. Et ça, c'est essentiel. Donc, il y a un ensemble de chercheurs et beaucoup, majoritairement des industriels, qui sont en charge de cela sur l'Europe. Et je fais partie d'un des groupes sur les aspects fondamentaux et sociétaux, donc de l'impact de l'IA. Voilà. Et je pense que c'est essentiel de s'impliquer. Donc, j'aurais envie de dire, comme le général de Gaulle l'a dit, parce que nous étions en guerre, nous sommes en guerre sur les normes. Il est important que tous les chercheurs qui ont envie de s'impliquer sur ces domaines se rapprochent de l'AFNOR, se rapprochent des chercheurs qui commencent à travailler là-dessus. On a besoin d'une force énorme. Je crois que les pays anglo-saxons, les pays européens ont bien compris cela et qu'en France,
on a un peu de mal à monter au niveau. Alors justement, on va organiser un talk ici même avec l'AFNOR sur ce sujet. Une réaction, Nicolas Godmet? Oui, en complément, je sais que les fournisseurs de modèles d'IA travaillent sur des technologies de watermarking, c'est-à-dire de mise en place de filigranes invisibles à l'intérieur des images pour qu'on puisse savoir si une image a été générée par une IA ou non. OpenAI ou les modèles de texte se posent le même type de questions, même si c'est plus compliqué sur un texte de mettre un filigrane, ça c'est une question de recherche ouverte. Et il y a des pays qui vont plus loin, par exemple la Chine va imposer à ce qu'il y ait des marques visibles, c'est-à-dire que un contenu généré par une IA se présente comme tel pour ne tromper personne. Merci beaucoup, professeur de Villers, spécialiste de l'éthique du numérique. Vous nous dites on est les cobayes de ChatGPT, au moins que ça nous serve à réfléchir à ces enjeux éthiques de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. À suivre notre chronique Où va le web? Je vous propose de redécouvrir ce sujet autour de la première résidence créée dans les métavers. Je vous propose aujourd'hui de découvrir la première tour résidentielle du métavers. Elle est là, regardez. Ce projet immobilier, c'est une idée de la société immobilière virtuelle Crypto House Capital. Elle est basée à Vilnius, en Lituanie, et elle propose donc à la vente plusieurs dizaines d'appartements de 25 à 80 mètres carrés, moyennant 6 000 à 13 000 $. Des achats qui peuvent se faire en crypto-monnaie, l'Ethereum, mais aussi en dollars. En fait, l'expertise Crypto House Capital, c'est bel et bien de mêler les codes du virtuel et ceux du réel. C'est ce qu'ils font ici. Les logements sont similaires à ceux qu'un promoteur pourrait vous proposer en VFA, vente en l'état futur d'achèvement. C'est un contrat par lequel l'acheteur acquiert un bien immobilier à construire ou en cours de construction. Les appartements sont tout simplement disponibles sur plan, en 2D ou en 3D pour que les futurs acheteurs se visualisent leur futur bien. Toujours dans l'optique de mêler virtuel et réel, les appartements numériques sont d'ailleurs les jumeaux d'un ensemble de 2 immeubles bien réels, cette fois actuellement en construction à Vilnius. Et en achetant un appartement virtuel, vous participez automatiquement à une loterie et pouvez décrocher un véritable logement d'une valeur de 100 000 $. Bon, la question que vous vous posez sûrement, c'est quel est l'intérêt d'avoir un appartement dans un monde virtuel du métavers? Eh bien, ces logements privés peuvent être ce que vous voulez, pas forcément votre maison, mais un bureau, un espace de rencontre ou un espace de jeu. Les possibilités sont infinies. Vous pouvez y inviter d'autres avatars, car oui, ces appartements donnent accès aux plateformes les plus populaires du métavers, comme Decentraland ou The Sandbox. Et surtout, ce gratte-ciel n'est que la première étape dans la création d'une vraie ville du métavers. Des stades, des boutiques, des boîtes de nuit ou encore des galeries devraient suivre pour assurer le divertissement des résidents. Alors, emménager dans un building dans le métavers, ça vous tente? Il faut croire que cela plaît de toute façon à certains, puisque cette première tour résidentielle compte déjà ses premiers propriétaires. Culture, art, intelligence artificielle était au programme de Smart Tech aujourd'hui. Merci à mes invités d'être restés jusqu'au bout. Les discussions sur la tech, ça continue dès demain dans Smart Tech.